Salut, moi c'est Jiako. Les filtres sur OBS Studio sont un moyen intégré et efficace d'améliorer la qualité sonore et visuelle de vos diffusions en direct. Mais savez-vous vraiment quelle est l'utilité de chacun d'entre eux? Dans cette vidéo, je vous propose de faire le tour des filtres dédiés au traitement du son. Ces filtres sont basés sur des principes standards et universels de ce domaine. Grâce à cette vidéo, vous devriez donc mieux comprendre le rôle des traitements disponibles sur vos logiciels de montage, de traitement son, votre interface audio ou votre micro USB. Normalement, à la fin de celle-ci, vous serez un pro des filtres audio d'OBS Studio. Pour faciliter la navigation dans cette vidéo et la compréhension du rôle de chaque traitement, je les ai classifiés. Pour naviguer entre les filtres qui vous intéressent, je vous invite donc à vous servir des chapitres de cette vidéo. Et on va commencer tout de suite avec ceux du bas. Un nom un petit peu nébuleux, je vous l'accorde, qui indique que ceux-ci s'occupent de traiter les bas niveaux. Et ce qui se trouve dans les bas niveaux, de manière générale, c'est les bruits indésirables, qu'on va avoir tendance à éliminer plutôt qu'à vouloir mettre en avant. Alors je vous propose de commencer sans plus tarder par notre premier filtre, le Noise Gate, que j'ai décidé d'appeler plus sympathiquement la porte à bruit. Son intérêt est de réduire de manière fixe ou de couper le signal qui y entre, quand son niveau passe en dessous d'un certain seuil. Dans ces réglages, vous trouverez donc le seuil de fermeture, qui est le niveau sonore à atteindre pour engager l'atténuation du filtre. Et le seuil d'ouverture qui, à l'inverse, est le niveau sonore à atteindre pour désengager cette atténuation. Le temps d'attaque, en millisecondes, est la durée d'enlèvement de l'atténuation au signal entrant. Le temps de maintien est la durée qu'attendra le gate avant d'appliquer à nouveau son atténuation lorsque le signal entrant atteint le seuil de fermeture. En gros, son intérêt, c'est d'éviter d'avoir le noise gate qui fasse des petites vagues entre par exemple 2 syllabes ou une micro-respiration. Le temps de relâchement, quant à lui, est la durée d'application de l'atténuation au signal entrant. En gros, on a 3 temps. Le temps d'attaque, qui est la relevée de l'atténuation, le temps de maintien, qui est le temps qu'attendra le filtre avant de s'engager, et le temps de relâchement, le temps que mettra le filtre à s'engager. Sur ce noise gate, vous n'avez pas de gestion du niveau d'atténuation. Par conséquent, sur OBS Studio, ce n'est pas une atténuation, c'est une coupure totale du signal. Mais alors comment fait-on quand on veut atténuer sans totalement tuer tous ces faibles niveaux? Eh bien, on fait usage d'un autre filtre, l'expander. Celui-ci est plus ou moins une version délicate du noise gate, car son intérêt est d'atténuer de manière dynamique les faibles niveaux. C'est un réducteur de bruit plutôt qu'une porte à bruit. Dans les options de ce filtre, vous retrouverez dans un premier lieu les pré-réglages, avec 2 configurations prédéfinies, dont une qui, comme vous pourrez le constater, réplique le comportement d'un gate avec un ratio élevé. Mais qu'est-ce que c'est que ce ratio? Eh bien, c'est la quantité de réduction du signal entrant. Par exemple, avec le ratio de 10/1 qui est actuellement défini avec le pré-réglage gate, chaque décibel va être réduit par 10. Vient ensuite le seuil, qui est le niveau sonore à atteindre pour engager et désengager l'atténuation. Le temps d'attaque, c'est la durée d'enlèvement de l'expander au signal entrant, et le temps de relâchement, la durée d'engagement de ce traitement au signal entrant. Et le gain en sortie, comme son nom l'indique, permet d'augmenter ou de réduire de manière fixe le niveau du signal sonore à la sortie du filtre. Enfin, petit menu déroulant un peu obscur, celui de la détection, qui est en fait la méthode de mesure du niveau sonore en entrée. Le premier est à préférer si l'expander ne doit pas s'ouvrir sur des bruits soudains, typiquement le cliquetis de votre clavier mécanique, ou le clic d'une souris. Et le second si au contraire, le moindre bruit doit agir sur l'expander. Notez cependant que la réactivité de ce filtre sera conditionnée non seulement par le mode de détection, mais aussi par le temps d'attaque que vous aurez défini. Troisième méthode d'atténuation des bas niveaux, la suppression de bruit, qui est un réducteur de bruit également, mais utilisant des systèmes algorithmiques. Il supprime ainsi automatiquement le souffle, et pour certains algorithmes, les bruits indésirables. Mais celui-ci, de manière générale, génère vite des artefacts audibles, et remonté par certains traitements le suivant. Plusieurs algorithmes sont disponibles, le premier, Spix, qui est le plus économe en ressources, avec un contrôle du niveau de réduction. Celui-ci est efficace sur du souffle ordinaire, des artefacts audibles, et marche sur n'importe quelle machine. RN Noise est un modèle de machine learning, ce qu'on appellerait maintenant un modèle d'intelligence artificielle. Il est un petit peu plus gourmand en ressources, et ne propose aucun contrôle sur le niveau d'atténuation. Celui-ci est efficace sur le souffle et les bruits environnement continus comme soudains, par exemple une climatisation. Celui-ci génère des artefacts parfois audibles et marche sur n'importe quelle machine. La dernière méthode que je n'ai pas sur mon MacBook, c'est le NVIDIA Broadcast, qui est un modèle de machine learning exclusif aux cartes NVIDIA RTX avec un contrôle du niveau de réduction. Il est efficace sur le souffle et les bruits environnement continus comme soudains. Celui-ci génère des artefacts rarement audibles, contrairement à RN Noise, sauf à un niveau extrême d'atténuation ou à un niveau extrême de bruit autour de vous. Bon, on a vu les traitements des bas niveaux, voyons ceux des hauts niveaux.
qui permettent d'atténuer des niveaux sonores qui seraient trop forts et qui pourraient là aussi être indésirables, ou alors d'uniformiser votre niveau sonore. Commençons par le plus connu, le compresseur. Celui-ci applique une réduction dynamique des forts niveaux. Il homogénéise le niveau sonore en atténuant les crêtes, les rapprochant ainsi de passages où le niveau est plus faible. Il a également un intérêt artistique qui est de grossir ou d'adoucir le signal entrant. Et vous pourrez constater qu'il dispose de quasiment les mêmes paramètres que l'expandeur. Commençons donc par le seuil, qui est le niveau sonore à atteindre pour engager ou désengager l'atténuation. Le ratio, à nouveau, est la quantité de réduction du signal entrant. Donc, pour rappel, avec un ratio de 10 pour 1, chaque décibel est réduit par 10. Le temps d'attaque, en millisecondes, est la durée d'engagement du compresseur au signal entrant. Le temps de relâchement, la durée d'enlèvement du compresseur au signal entrant. Et le gain en sortie, c'est l'augmentation ou la réduction fixe du niveau du signal sonore à la sortie du filtre. Enfin, petit menu déroulant obscur, la source pour le sidechain ducking. Celui-ci permet de choisir un signal annexe dont le niveau sera mesuré à la place de celui de la source. De cette façon, l'atténuation est appliquée quand un autre signal est plus fort. Cela est intéressant et sert souvent sur OBS pour atténuer automatiquement le son de l'ordinateur quand on prend la parole. Une technique qu'on appelle donc le ducking, d'où le nom de ce menu déroulant. À ce moment-là, il faudra donc mettre le compresseur sur le son de votre ordinateur et définir comme source votre micro. Passons ensuite à une autre saveur de compression qui, pour le coup, est plus rare que sa prédécesseur. Le compresseur vers le haut. Celui-ci est un petit peu contre-intuitif car il augmente au lieu de compresser de manière dynamique les faibles niveaux. Il homogénéise ainsi le niveau sonore, non pas en atténuant les forts niveaux, mais en augmentant les faibles niveaux, les rapprochant ainsi de passages où le niveau moyen est plus fort. C'est un traitement à utiliser avec parcimonie car il est à double tranchant, remontant également tous les bruits indésirables. Ou si vous faites usage d'une réduction de bruit adaptative, les éventuels artefacts. Du côté des réglages, on retrouve une fois de plus le seuil, qui est le niveau sonore à atteindre pour engager ou désengager l'amplification. Le ratio est cette fois-ci la quantité d'amplification du signal entrant. Par exemple, avec 0,5 pour 1, chaque décibel est multiplié par 1,5. Le temps d'attaque en millisecondes est la durée d'engagement du compresseur au signal entrant, le temps de relâchement, la durée d'enlèvement du compresseur au signal entrant, le gain en sortie, l'augmentation ou la réduction fixe du niveau sonore à la sortie du filtre, et une dernière glissière qui fait sa première apparition, la largeur du coude, qui est très difficile à rationaliser vu comme ça, parce que c'est un traitement abstrait. Comment ça a un coude ? En fait, ce qui est qualifié de coude, c'est la transition entre la non-activation et l'activation du traitement. Par défaut, lorsqu'il ne dispose pas de coude, un compresseur passe de off à on quand on atteint le seuil. Il n'y a pas d'activation progressive jusqu'à ce que l'on atteigne le niveau de seuil défini. C'est là l'intérêt du coude, c'est d'avoir une mise en route progressive du compresseur, plus le niveau sonore se rapproche du seuil défini. Tout comme le seuil d'attaque et de relâchement, cette glissière a donc un intérêt esthétique qui va permettre de varier le comportement du compresseur, le rendant plus ou moins violent. Parce qu'évidemment, quand on passe de quelque chose qui ne marche pas à quelque chose qui marche d'un coup, ça donne un côté plus sec au traitement, alors qu'avec un coude plus arrondi, le traitement est plus progressif et plus doux. Ces deux méthodes de compression sont donc très utiles quand on souhaite homogénéiser le niveau sonore. Mais que fait-on quand on souhaite le garder sous contrôle et qu'on souhaite l'empêcher de dépasser un niveau ? Eh bien à ce moment-là, on fait appel au limiteur, qui est la version radicale du compresseur. Et ça peut se voir à la quantité de réglages qui sont proposés. En effet, celui-ci exploite un ratio infini, ce qui veut dire qu'il est impossible de dépasser le seuil. Celui-ci fait une mesure du niveau entrant en crête, sa réaction est donc quasiment instantanée, et pour cause, le temps d'attaque est très rapide, quelques dizaines de millisecondes maximum. C'est le dernier rempart pour ne pas dépasser le niveau sonore souhaité. Et dans les réglages, on retrouve donc uniquement le seuil, qui est le niveau sonore à atteindre pour engager cette atténuation, et c'est de par le fonctionnement du limiteur, le niveau maximal qu'atteindra le signal en sortie de celui-ci. Et le deuxième réglage, le temps de relâchement, qui est la durée d'enlèvement de l'atténuation du limiteur au signal entrant. Nous venons de faire le tour de tous les traitements de la dynamique qui sont proposés sur OBS Studio. Passons au traitement du spectre, l'équilibre entre les différentes fréquences qui constituent votre signal, avec un seul traitement qui est proposé de base, l'égaliseur 3 bandes. Celui-ci permet d'ajuster le niveau sonore des fréquences graves, médium et aiguës du signal entrant séparément. Celui-ci propose 3 bandes, basse, médium et aiguë, dont voici les plages de fréquences. La première glissière va agir sur les graves, allant de 20
à 800 Hz. La deuxième glissière va agir sur les médiums, de 800 Hz à 5000 Hz. Et la dernière glissière va agir sur les aigus, s'étendant de 5000 Hz à 20 000 Hz. Très clairement, cet égaliseur est d'une extrême simplicité, il va à l'essentiel, et si vous souhaitez vraiment modifier le caractère de votre son en profondeur, il faudra se tourner vers un égaliseur avec plus de paramètres. Mais ça a le mérite d'être très simple d'utilisation et de permettre de comprendre aisément le comportement d'un égaliseur et son intérêt. Dernière catégorie de traitements, mais pas des moindres, celle des utilitaires, des petits traitements qui vont rendre service. Et le premier, c'est le gain. Un traitement tout bête, voilà, il n'y a pas à dire, qui permet tout simplement d'augmenter ou de réduire le niveau du signal sonore en décibels et non en pourcents. Autre traitement, celui-ci un petit peu plus obscur, inverser la polarité. Celui-ci ne dispose pas de réglage car en fait son objectif est simple, inverser le sens de la forme d'onde. Sans rentrer dans trop de détails, celui-ci est surtout utile quand vous avez plusieurs microphones qui captent la même source sonore à des distances différentes. Il résout les problèmes de phase, soit un alignement temporel imparfait entre différents signaux. Vous pourriez vous retrouver dans une situation où deux microphones captent la même voix, sauf que un prend l'onde sonore créée par votre voix dans un sens et le second micro dans l'autre. À ce moment-là, il faut les remettre en phase pour éviter que les deux signaux s'annulent. Dernier filtre utilitaire, et pas des moindres, celui des plugins VST 2.x, qui permet de charger n'importe quelle extension audio logicielle au format standard VST2, qui sont des fichiers au format .dll sur Windows, .vst sur macOS et .so et .o sur Linux. Ce filtre est donc dans la catégorie utilitaire mais ne le mérite pas vraiment car c'est vraiment par le biais de celui-ci que vous allez pouvoir étendre à l'infini les capacités de traitement d'OBS Studio. Et c'est sur cela qu'on va conclure, je pense qu'il est nécessaire d'étendre ces capacités. La plupart des filtres sont extrêmement simples, consomment donc peu de ressources de votre ordinateur et ont une faible latence, mais manquent clairement de quelques petits ajouts ça et là pour les rendre plus amicaux, plus faciles d'utilisation et plus visuels de manière générale. En chargeant un plugin VST, vous aurez le libre choix de l'utilitaire permettant d'appliquer compression, limitation, expansion, noise gate, égaliseur et j'en passe. Vous aurez ainsi le choix non seulement du caractère de vos traitements, mais aussi de l'expérience utilisateur pour manipuler ces différents traitements. Mais si on peut se permettre de rêver un peu, il serait par exemple pertinent, si le projet était amené à faire évoluer ces différents traitements, de rajouter un afficheur sur le compresseur permettant de voir, comme avec celui d'Elgato par exemple, le niveau sonore entrant en temps réel et une courbe de niveau permettant de voir à quel moment le compresseur s'engage et la quantité d'atténuation qu'il applique. Même chose pour le limiteur, l'expandeur et le noise gate. En bref, permettre très concrètement de voir l'impact des traitements que l'on applique sur le niveau sonore entrant et permettre de le configurer en conséquence. Du côté de l'égaliseur 3 bandes, je ne vais pas forcément demander à ce qu'on le complexifie. C'est pas si mal d'avoir un égaliseur qui soit aussi simple. Mais simplement rajouter les parties du spectre sur lequel agit l'égaliseur serait déjà un grand progrès. Et en allant voir un petit peu plus loin, pas forcément avoir un affichage du spectre en temps réel, avec un analyseur, mais au moins un petit affichage visuel qui permet de voir la quantité de gain appliquée à chacune des bandes. Et de tous ces traitements fondamentaux, s'il y en a un qui à mes yeux manque vraiment, c'est le filtre coupe-bas. Un filtre d'une importance pourtant capitale qui permet d'éviter de récupérer tous les petits bruits sourds, les bruits de manipulation de votre micro, que ce soit lors du déplacement du bras micro, d'une frappe sur votre bureau ou que sais-je encore. C'est pourtant un traitement de base. Et un traitement qui n'est pas possible d'obtenir avec l'égaliseur 3 bandes intégré, la bande du grave allant jusqu'à 800 Hz, alors qu'on configure généralement un filtre coupe-bas à 80-120 Hz. Donc on est bien au-dessus. L'avantage d'OBS Studio, c'est que c'est un projet open source. Il est donc gratuit, accessible pour toutes et tous, et n'importe qui peut être contributeur. Si vous avez les capacités et les compétences ou l'envie d'apprendre le développement logiciel, vous pourriez donc de votre propre chef apporter des modifications et des améliorations concrètes à ce projet. Avec suffisamment de motivation, de compétences et d'intérêt collectif, il serait donc possible de rajouter ces différentes améliorations au filtre audio d'OBS Studio. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo éducative de ma chaîne à propos des filtres audio d'OBS Studio, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je serais très curieux d'avoir votre avis sur ma manière d'expliquer les choses et de les vulgariser. N'hésitez pas à me faire part de vos avis en commentaire. Si vous avez une quelconque question à propos de ces différents traitements ou d'autres, n'hésitez pas également à les rédiger ci-dessous, à aimer cette vidéo, à la partager,
à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu sur les domaines audio comme visuel. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochains streams ou de prochaines vidéos. Salut, c'était Giaco.